TV Rogers. Vous regardez TV Rogers, Ottawa. Bonjour et bienvenue entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Je suis Claude-Andréa Bonny. Je me ferai un réel plaisir de passer la prochaine heure avec vous. Aujourd'hui à l'émission, nous allons recevoir Chantal Valérand de l'organisme Jeunesse sans drogue. Avec elle, on va parler de comment parler drogue, on va dire, comment aborder ce sujet assez délicat avec vos jeunes adolescents. On va aussi découvrir avec José Brittany-Mallet du Musée des Beaux-Arts à Badakoné. Si je le dis pas bien, elle va me reprendre tout à l'heure. Mais tout de suite, pour commencer, on va recevoir un premier auteur qui nous vient des presses de l'Université d'Ottawa, qui est aussi professeur en développement international. Avec lui, on va parler de son ouvrage « Enjeux et défis du développement international ». Et comme je vous disais tantôt, là, j'ai rencontré plein d'étudiants ce week-end qui me disaient qu'ils allaient étudier. La question, c'était « Qu'est-ce que tu étudies à l'Université d'Ottawa ?» Développement international. Développement international. C'est une très bonne idée. Pourquoi est-ce qu'ils sont tous en train de partir là-bas, là? Regardez, là, on était 500 000 là, vendredi, là, avec un message, là, il faut que ça change. Il faut que ça change. Et sur les 500 000, il y en avait 400 000 jeunes. Wow. Et ils savent, ils sont conscients. On est sur le Titanic, OK? On s'en va droit vers l'iceberg. On a vu le film. On sait qu'est-ce qui va arriver si on ne fait rien. Alors, le développement international, c'est un peu ça. On regarde l'ensemble des problèmes. La pauvreté, la destruction de l'environnement, les inégalités, les conflits. Et surtout, on essaie de trouver des solutions. Il y a des petites solutions à petite échelle, locale, etc. Il y a des grandes solutions pour changer les priorités. Et tout ça, c'est ça qu'on apprend en développement international. J'aime beaucoup ce que vous m'avez dit tantôt aussi avant, parce qu'on discutait, hein, puis moi j'ai évoqué le terme de changement climatique. J'étais comme, OK, il y a beaucoup de choses qui se font, mais vous m'avez repris en me disant, mais en fait, c'est des petites choses qui ont créé comme ce big deal du changement climatique. Ça part de quelque part. Des petites et des grandes choses. On a déforesté l'Amazonie, puis le nord du Québec, et puis de l'Ontario. On a exagéré la production pétrolière. C'est pas des petites choses. Puis ça fait 100 ans que ça dure. Puis depuis au moins 30 ans, il y en a, les sonneurs d'alarme qui ont dit, écoutez, là, ça va mal. On les a pas écoutés. Ouais. Puis ça dure, puis ça dure. Puis il y a des conférences internationales, puis il y a des petites décisions au compte-gouttes. Moi, j'ai rien contre ça, là, arrêter les bouteilles d'eau. C'est important, là, de pas de diminuer ça. C'est pas la solution. C'est une petite partie d'un ensemble de politiques qui doivent être mises en place, qui concernent les individus, mon choix, OK, de ne pas acheter une bouteille d'eau ou de mettre mes déchets dans un bac vert. Ouais. C'est une petite partie. Il y a d'autres affaires comme il faut décarboniser notre économie, il faut diminuer la consommation excessive, il faut changer l'agriculture. C'est pas normal que on a dévasté une grande partie des terres cultivables du monde, n'est-ce pas? Puis moi, j'aime bien les fraises, c'est ça que je dis à mes étudiants. J'aime ça en manger 12 mois par année. Mais 10 mois par année, ils viennent de Californie, ces fraises-là. Ouais. Et ils sont cueillis par des Mexicains payés à des salaires de famine. Puis là, ils sont transportés sur des milliers de kilomètres, n'est-ce pas? Puis quand je les achète au magasin, 3,5 $, dans le fond, ça coûte 7 $ parce que si on calcule tout ce qu'on a mis, les routes, les infrastructures, il y a 3,5 $ d'invisible. Wow. Il faut qu'on se dise que c'est pas une bonne idée. On peut vivre très heureux en mangeant des fraises 3 mois par année, n'est-ce pas? Et le reste du temps, c'est un exemple un peu banal. Oui, je sais, mais ça montre clairement qu'est-ce qui se passe. Notre production alimentaire, notre production énergétique, notre production industrielle sont mal pensées, sont mal gérées dans une logique de profit à court terme. Et les conséquences de ça, c'est la dégradation accélérée de l'environnement et les changements climatiques. Si on veut affecter ça, je pense que tout le monde est conscient. Là. Oui. Le compte à rebours a commencé. Depuis longtemps. Mais là, ce ne sera pas des petites mesures d'un petit peu plus de bouteilles, de pas de bouteilles. Ça va être plusieurs choses. Ouais, c'est ça. Puis des politiques en profondeur. Ça affecte le système d'éducation.
le système de nutrition qu'on a expliqué, le transport, tout. On doit tout changer. En fait. Ouais. Naomi Klein a écrit un livre l'année passée, Tout peut changer. Non seulement doit changer, mais peut changer parce qu'il y a des propositions assez claires, assez cohérentes. Il n'y a pas encore la volonté politique, mais je pense qu'avec 500 000 personnes, je pense qu'on dans le monde, on était 14 millions. Wow. Alors là, le changement. Ça va être dur d'ignorer ça, là. Alors, enjeux et défis du développement international, c'est le sujet de votre ouvrage. Vous ne l'avez pas travaillé seul et vous avez dégagé dans cet ouvrage-là certains points très, très, très importants, surtout selon votre approche que j'aime beaucoup, parce que vous essayez de mettre terre à terre des affaires qu'on essaie de scientifiser souvent, et on va continuer avec ça après la pause. Alors, je vous demande de rester avec moi, parce que juste après la pause, on va avoir l'opinion de notre auteur. Vous regardez Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Cette émission est présentée par Télé Élan. Vous êtes enfin aux commandes. Pour en savoir plus, visitez rogers.com. Moi, je m'appelle Alexandre Belki et je travaille comme bénévole. Et moi, je préfère faire le CG, autre que des caméras ou les autres affaires. Raison que j'ai choisi d'être un bénévole à Rogers, c'était plus pour mon futur. Donc, comme j'ai dit, j'aimerais aller travailler avec téléproduction ou même des films. Puis, je pense que TV Rogers, c'est la plus bonne idée. C'est une bonne idée pour l'expérience. À la prochaine émission de Lumière et d'aide, je rencontre Annick Laprade, qui est conférencière et auteure du livre Reprogrammer son cerveau pour une vie meilleure. De Lumière et d'être, jeudi 20h30 sur TV Rogers. De retour à Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Enjeux et défis du développement international, c'est ce dont on parle aujourd'hui avec notre auteur, M. Pierre Baudet. Et franchement dit, là, on parlait de jeunesse tantôt, parce que vous parliez de tous ces jeunes qui étaient rassemblés, qui étaient forts. Est-ce que déjà, dans ce programme-là, les jeunes, ils arrivent à rester jusqu'à la fin sans être découragés? Il y a constamment, parmi eux, ces jeunes-là, mais aussi la population, une question lancinante. Est-ce qu'on va y arriver? Est-ce qu'il est minuit moins 5? Est-ce qu'il est minuit et 5? Est-ce qu'il est trop tard, etc.? Moi, évidemment, ça fait 50 ans que j'observe ça. On a encore une chance, mais ça va être juste. Et donc, les jeunes qui viennent en développement international, ils voient ça. Il y a toutes sortes d'options pour travailler avec les communautés paysannes, pour aider à réhabiliter des systèmes de santé, pour travailler sur les questions environnementales, évidemment, en communication. Et aucune de ces petites initiatives en soi a une valeur. Mais c'est comme la goutte d'eau. Hein? C'est ça. Dans le lac ou dans l'océan, c'est des gouttes d'eau. Alors, c'est comme la goutte d'eau. Il faut donc être patient, être modeste, être passionné, savoir qu'on peut effectivement changer le monde. Ça ne sera pas facile. Puis il faut être plusieurs. Alors, c'est pour ça que dans le livre qu'on a publié, on a ramassé une 50aine d'auteurs d'une 15aine de pays. C'est pas juste écrit par 2 professeurs et demi là, de l'Université d'Ottawa. On est allé chercher toutes sortes de monde. Il y en a qui ne sont pas des professeurs non plus, qui sont des gens qui sont actifs dans le milieu, qui gèrent des projets, qui travaillent avec des ONG, qui travaillent avec des agences de l'ONU, des citoyens aussi, des mouvements sociaux. Il y a toute une gamme d'intervenants. On en a réussi à en capter plusieurs dans ce livre-là. C'est pour ça qu'il est intéressant. Puis c'est pour ça qu'il est populaire, ce livre-là, parce que ça fait 3 fois qu'on l'édite. Wow. Et donc, il y a une bonne écoute. C'est un livre d'introduction. On ouvre
la page, ouais. on brise la glace. Là, je dis aux étudiants, OK, vous en avez 3 ans puis 4 ans. Ça va être 3 minutes puis 4 minutes. Après ça, vous allez vous impliquer. On les aide à s'impliquer. On les aide à faire des stages. Ils vont sur le terrain. Ils interviennent. Ils voient qu'est-ce qui se passe. La pauvreté, on n'a pas besoin d'aller au Burkina Faso. Hein? Non. Dans l'Outaouais, il y a 25 de la population qui est en insécurité alimentaire. Et il y a plein de groupes, il y a plein de projets où on fait des choses. Les étudiants vont là-dedans. Et ils peuvent aller aussi au Burkina Faso, ou en Bolivie, ou en Malaisie. Et donc, je pense que c'est un bon programme. Mais il faut que les étudiants, les jeunes, se pensent que, oui, je veux sauver le monde. Mais attention, d'abord, c'est pas toi tout seul. Puis ensuite, là, parce que c'est tellement décourageant de voir des jeunes qui ont souvent de la volonté, de bonnes idées pour essayer de relever quelques domaines que ce soit, mais qui ne sont pas encouragés souvent par les gouvernements, qui ne sont pas encouragés par les ministères. C'est décourageant. Il y a des petites victoires, puis des fois, il y a des pas si petites victoires. Au Québec, en Ontario, on a réussi à bloquer le projet de pipeline Est-Ouest. Ouais. Pas rien, là. Ça, c'est vraiment pas rien. Il y a des petites choses, des communautés... Ça fait ensemble, en fait. Des communautés qui se prennent en charge, des groupes paysans qui reviennent un peu en mode de développement. Au niveau de l'éducation, il y a des progrès. Au niveau des droits des femmes, il y a des progrès. Oui, des petites victoires qu'on peut essayer de regarder pour s'encourager quelque part. Il faut être patient, il faut être déterminé. Il ne faut pas avoir la pensée magique qu'on va trouver une solution comme interdire les bouteilles de plastique. Je reviens à cet exemple-là. Ça, si on pense ça, c'est sûr qu'on va se décourager. Si on voit plus large, puis on voit ça aussi sur la durée, bon, ben, on continue. Ces étudiants-là, ils vont finir leur diplôme. La plupart, ils finissent leur diplôme. Okay. Il y en a un tiers qui vont travailler sur le terrain tout de suite, avec des groupes communautaires surtout. Il y en a un tiers qui font des études de maîtrise, puis plus spécialisées. Puis il y en a un tiers qui deviennent profs d'école, pharmaciens, peu importe. Okay. Mais avec la même mentalité. Non, ils ont une mentalité de développement international. Oui, c'est ça. Et j'ai beaucoup d'étudiants qui font le droit ensuite. Et ils me le disent. Nous, on a fait le droit d'une façon différente. Puis il y a une technicité, il y a une complexité dans le droit. C'est ça qu'on apprend. Oui. Mais nous, en développement international, on a appris un petit détail. Il y a des gens, il y a des humains. Il y a des contradictions, il y a des luttes de pouvoir, puis il y a des actions aussi pour changer ça. Quand on mélange... Avoir un système plus sécuritaire, plus vrai. Quand on mêle une connaissance puis une implication dans le développement international avec d'autres études ou engagements professionnels, ça fait des citoyens responsables. Et puis, vendredi passé, on dit qu'on était 500 000 à Montréal, de 30 000 ici. C'était pas tous des jeunes, hein? Il y avait aussi ce que j'appelle les jeunes de cœur, moi-même. Et il y avait aussi beaucoup de jeunes professionnels avec des jeunes familles qui étaient là, ils étaient à l'université il y a 10 ans, il y a 15 ans. Donc ça veut dire ils ont gardé le cap, en fait. Ils ont compris qu'on ne pouvait pas dire « bon, ça ne me concerne pas, non, c'était à d'autres ». Non, tout le monde est concerné. Ça va être la grande bataille. Et puis, si on parle du changement climatique encore, je vous disais même tantôt, j'aime bien l'approche des 2 conseils scolaires qu'on a l'habitude de recevoir ici, le CEPO, les CECCE, pardon. Ils sont toujours en train d'impliquer leurs jeunes. Bon. Et puis c'est vraiment tout bas, là. En milieu de l'éducation, je pense qu'on a beaucoup avancé. Les enseignants, même les administrateurs, les jeunes d'école, les jeunes de cégep et d'université. Ça, c'est l'avenir, là. C'est vraiment l'avenir. Il faut les prendre déjà tout petits et tout. Je passerai mon heure à discuter avec vous de tout ce qui se passe, mais il faut qu'on revienne au moins en livre pour savoir quels sont les enjeux que vous avez dégagés dedans. Bien, il y en a un ensemble. On commence par ce qu'on appelle les grandes questions. Le changement climatique, c'est au début. Une autre immense question, c'est la pauvreté. On est dans un monde, il y a 8 milliards d'habitants, il y en a 4 milliards de pauvres. Est-ce que c'est normal? Non. Est-ce que c'est parce qu'il n'y a pas assez de richesse? Non. Alors, donc, il faut décortiquer ça. C'est des richesses mal partagées, je dirais. Ensuite, on regarde, c'est qui fait quoi? L'ONU, les gouvernements, les ONG, d'autres acteurs. Et puis, on finit avec des thèmes. Qu'est-ce qu'on peut faire dans la santé? Qu'est-ce qu'on peut faire dans l'agriculture? Qu'est-ce qu'on peut faire par rapport à l'environnement? Et là, on a des explications. Puis aussi, on a des suggestions
des propositions, puis il y a des témoignages de gens qui sont sur le terrain. Donc, des suggestions, quand on parle des suggestions d'action. Ils essayent de réhabiliter le système d'éducation avec des camps de réfugiés. Là. Là, c'est énorme. Alors, ils racontent ça. Et c'est quoi la conclusion? Oui, on peut faire quelque chose. On peut pas... C'est pas... on peut rien faire. La Syrie, il y a d'autres... Non. On peut faire quelque chose. Ici, ce petit quelque chose se rajoute à d'autres choses, mais ça va finir. On a passé le 20e siècle, là, on est encore au début du 21e siècle. Ouais. On a passé plusieurs fois à un cheveu des catastrophes totales. La Deuxième Guerre mondiale, 60 millions de morts, etc. On a surmonté. On s'est battu contre l'apartheid, ça a pris 100 ans. On l'a surmonté. Il y a des dictatures qui ont tombé. Le Québec, puis le Canada, je connais plus le Québec. En 1960, quand j'ai commencé, j'étais à l'école, il y avait peut-être 10-12% des filles qui finissaient le secondaire. Il n'y en avait pas. Je suis arrivé à l'université, les filles, c'était la minorité invisible. Allez-y voir, là, maintenant. Ah oui. C'est 72%. On a changé notre société en l'espace de 10-15 ans. Est-ce que c'est parfait? Non. Mais on a progressé et donc il faut continuer dans cette histoire-là. Merci beaucoup, M. Pierre. C'est moi qui vous remercie. Et puis vous, à la maison, là, le développement international, on ne peut pas dire que ça ne nous concerne pas, surtout avec cet ouvrage, Enjeux et défis du développement international. C'est quelque chose que vous devez absolument avoir pour essayer de voir quelles sont les thématiques dans lesquelles vous pouvez porter action. Donc, www.presse.uottawa.ca, c'est le site web à visiter pour vous procurer cet ouvrage. Après la pause, on reçoit un deuxième auteur des presses de l'Université de l'Ottawa. Vous regardez Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. De retour à Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Comme j'ai dit avant la pause, on reçoit un deuxième auteur des presses de l'Université d'Ottawa. Et avec moi, M. Maurice Henry. Bonjour. Bonjour, qui est auteur. En tout cas, il a écrit près d'une vingtaine d'ouvrages. Un peu plus. Un peu plus même. On se dit à combien déjà, là? On est à combien? C'est environ 21, 22, là. 21, 22. Ça dépend si on compte les traductions, les éditions. Puisque moi, c'est la deuxième fois que je vous reçois sur le plateau. Oui, d'accord. Et à chaque fois que je vous ai reçu, en fait, on parle toujours de la nouvelle. Est-ce que vous avez un amour particulier pour les nouvelles? Oui. Mais il faut vous dire que j'ai toujours privilégié cette formule littéraire. Mais en même temps, j'ai aussi publié au moins 4 romans. OK. Peut-être un 5e. Qui s'en vient? Et puis, qui s'en viendrait peut-être, là. OK. Et puis, je dois vous dire que même si moi, je préfère la nouvelle, le roman, c'est quelque chose que les gens lisent davantage et achètent davantage. Oui. Et qui attire l'attention plus que le public. Bien sûr, les professeurs de l'université vont vous dire «
Ah, mais la nouvelle, c'est le roman, ça s'équivaut. C'est pas vrai, vous savez. Il y a quand même une légère préférence pour le roman. Mais la nouvelle fait quand même laisse des traces dans le monde, parce que vous savez, la seule personne qui a gagné le prix Nobel de la paix, c'est Alice Munro, qui est ici de l'Ontario, je crois que c'est ici de l'Ontario. Et elle a écrit en majorité des nouvelles. Des nouvelles. Fait que ça a sa particularité d'écrire des nouvelles, hein? Oui, c'est ça. Et puis ça vous prend... Parce que les nouvelles que vous avez, en fait, là, moi j'ai lu Le Poids du temps, comme je vous l'ai dit, là, parce que je devais vous recevoir, je pense, la saison précédente. Et je dis, OK, je vais juste lire deux petits trucs, deux petites histoires de texte, mais... En 48 heures, j'avais terminé, là. J'avais tout lu. Ah, ben pendant mes activités. Mais c'est facile à lire. Puis c'est des histoires que, franchement, je ne sais pas où est-ce que vous arrivez à trouver les mots. Où est-ce que vous arrivez à trouver des histoires pour vous inspirer pour faire vos nouvelles. Les mots? Parce que c'est toujours quelque chose d'assez exceptionnel. On n'arrive pas à s'arrêter, comme j'ai dit, là. Vous savez, Claude-Andrea, les mots sont faciles à trouver. Je ne sais pas bien, mais avec le temps, ça coule. Ce qui est plus difficile à trouver, c'est les sujets, les thèmes. Parce que vous savez, j'ai pu lire une vingtaine de livres, plus. Et chaque fois, le sujet est nouveau. À un moment donné, vous commencez à épuiser. Parce que vous puisez, d'habitude, les sujets sont puisés dans votre passé. Et puis, au bout de tant d'années ou de tant de livres, vous avez épuisé une bonne partie de votre patrimoine. Du patrimoine humain et vécu. Son patrimoine personnel, oui. Oui. Et puis là, comment vous êtes inspiré pour La Maison aux Lilas? La Maison aux Lilas, d'abord, c'est un recueil aussi de nouvelles. Et puis, il y a ce titre, la nouvelle qui s'appelle La Maison aux Lilas a donné son nom au livre. On va forcément y revenir, là, parce que j'ai trouvé ça un peu bizarre, hein? Oui. Le Poids du temps, oui, ça c'était le premier roman, le premier recueil de nouvelles, que j'avais lu. Le thème, il était correct, ça avait rapport avec certains sujets qui étaient évoqués dans la nouvelle. Mais La Maison aux Lilas, c'est vraiment le thème d'un récit ici. Oui. Puis c'est aussi le titre du livre. Pourquoi? Parce que cette nouvelle-là, elle se prête bien, disons, pour un titre de livre. On cherche tout le temps un bon titre de livre. Mais la nouvelle est particulièrement importante et ça raconte tout simplement une histoire que je vous raconte très brièvement. D'accord. On se promène en campagne. On voit des lilas qui, en juin, fleurissent. S'il n'y a pas de maison autour, on se demande, mais d'où viennent ces lilas-là? Parce que les lilas ne poussent pas à l'état naturel. Alors, quelqu'un les a plantés. Si quelqu'un les a plantés, il y a une maison derrière. Dans mon livre, je vais voir derrière les lilas, la maison n'est pas là. Et petit à petit, je raconte une recherche où je cherche la maison qui devrait être là, puis je la découvre, mais elle recule dans la campagne. Chaque fois que j'essaie d'y aller, de l'avancer, de la découvrir, elle recule davantage. C'est un peu l'histoire, disons, d'une personne qui a vécu une bonne partie de sa vie, qui regarde en arrière et qui essaie de retrouver la maison de son enfance. Alors voilà, c'est un peu le thème de cette nouvelle dans le livre. De cette nouvelle dans le livre. Et puis, comme je disais, là, vos mots, vos thèmes sont assez particuliers. OK. Là, quand j'ai ouvert La Maison aux Lilas, on va aller sur le premier que moi j'ai retenu, c'est Stéphanie, mon amour. Oui. C'est assez... En fait, puisque c'est aussi écrit un peu à la première personne, où à chaque fois on se sent comme plongé. C'est un peu comme notre histoire qui se retrouve dans chacune de ces nouvelles. Ça, c'est assez fort. J'essaie de raconter ici, Claude, la naissance de l'amour, ou le développement, ou la maturation d'une jeune femme qui arrive, qui prend possession de ses moyens de femme. C'est ça. Et qui commence à les exercer. Une découverte, et qui le fait avec une grande maîtrise et un grand succès. Et qui arrive... votre livre, c'est préférable. Non, mais sérieux, c'est comme... On a l'impression, comme je disais tantôt, là, d'être plongé dedans. Et puis là, vous avez dit que vous avez pris comme... Vous avez épuisé votre stock là, d'histoire. Pas complètement? OK, d'accord, d'histoire personnelle. Mais il y a une autre aussi histoire qui parle de l'amante vertueuse. Oui. Et il y a une autre histoire dont je tairai le nom parce que je ne vais pas toutes les dire, mais il y a eu beaucoup d'amour dedans, hein, dans La Maison aux Lilas. Oui.
Oui, il y en a beaucoup. C'est le thème de cette nouvelle en général parce que... J'essaie de m'éloigner des thèmes plus sérieux. Ce qui revient souvent dans mes livres, Claude, c'est le thème de la mort. Oui. Puis ça attire personne, la mort, vous savez. Mais seulement, chacun de nous, un jour ou l'autre, ou quand il est seul, arrive à penser à ces choses-là. Ici, dans ce livre, j'ai tenté d'être un petit peu plus léger, d'aborder des termes qui sont... L'amour, par exemple. C'est un terme qui est toujours à la mode. Ça ne disparaîtra pas. Puis qui rejoint tellement de personnes, là. Oui, c'est ça. Vous m'avez eu dans votre panier avec la Maison Lila, c'est clair. Oui. Puis il y en a combien de nouvelles 27 dans la maison? dans 27? Ça. Il y en a 27. Demandez-moi pourquoi il y en a 27. Oui, je ne sais pas très bien. Pourquoi? C'est parce que mon premier but, c'était d'en mettre 25. OK. Mais arrivé à 25, j'avais des rapports avec mon éditeur, et puis pendant ce temps-là, il y a des idées qui me venaient. Alors, avant que les transactions avec l'éditeur et avec les correcteurs, il y en a 2 autres qui sont venus au monde. Comme par hasard, c'était une histoire que vous avez ressentie, du coup, on s'est dit on va l'ajouter ou ça se fait comment? Je les ai ajoutés à la toute dernière minute. Wow. Et l'éditeur a dit, ah bon, on les met avec les autres. Ça vous a pris combien de temps pour faire ça? Pas beaucoup. Parce que j'ai beaucoup de temps sur les bras de ce temps-là. Puis je sais que vous travaillez en même temps, vous êtes un mordu d'écriture, là, je sais que vous travaillez toujours comme sur différents projets en même temps. Oui. Parce que je pense que pour le poids du temps, vous me disiez que vous étiez en train de travailler sur quelque chose d'autre, quand une idée vous vient. Est-ce que c'était pour la Maison Lila? C'était moins vrai, là. Mais j'avais déjà commencé autre chose au moment où ce livre-là était terminé. Là. Quand je l'ai terminé, j'avais déjà un autre projet en marche. Alors ça, c'est, je pense, pas particulier à moi, c'est commun à tous les auteurs. Et une chose que je devrais vous dire, c'est que, comme beaucoup d'auteurs, Albert Camus par exemple, et bien d'autres, un bon auteur ou un auteur prolifique ou un auteur qui aime beaucoup son métier, il travaille le matin. Très tôt. Très tôt le matin. Et puis pourquoi? après, à cause une heure et silence? demie, le silence peut-être, et l'esprit qui est frais après la nuit peut-être. Oui, quelque part. Je ne sais pas très bien. Mais ensuite, là, vous avez mis sur papier. Parfois même, je me lève la nuit pour écrire des textes. Fait que vous dormez avec un bout de papier et puis un stylo chaud. Non, je dois me lever et aller à l'ordinateur. Aïe, aïe, aïe. Le matin, je regarde ce que j'ai écrit pendant la nuit et des fois, je trouve ça génial, des fois, je trouve ça complètement stupide. Alors, il y a cet aspect. Mais je voulais vous dire que ce livre-là, il est venu plutôt rapidement. Et puis, je voulais me remettre... L'amour, c'est fluide, en fait. Les 2 autres livres qui ont précédé, Andrea, et dont vous avez parlé, c'était davantage des essais. OK. C'était des trucs plus... Parce que mes livres sont parfaits pour les enfants. Ouais. On devrait peut-être le dire, mais seulement, je sais pas pourquoi. Mais ça, de toute façon, ça amène à réfléchir. Et puis, comme vous l'avez dit tantôt, c'était plus des thèmes de mort, mais c'est pas comme si vous essayez de dépeindre la mort comme ça, comme parler de la mort en tant que telle, mais c'était juste une réflexion par rapport à la fin de vie. Puis moi, j'ai trouvé ça comme pas trop dur à lire, pas trop dur à accepter, parce que ça fait réfléchir chacune des personnes, là. Et moi, là, ça va faire quoi, 22, on va dire, d'affaires que vous avez pu publier. Comment vous trouvez toujours l'inspiration de faire des choses extraordinaires les unes des autres? C'est parce que... Je ne sais pas très bien comment vous répondre. C'est que, voyez-vous, il arrive des périodes de sécheresse. Maintenant, j'ai terminé ce livre-là ici, puis bon, ben, qu'est-ce que je fais maintenant? Comme il n'y a pas d'inspiration, souvent, mais à chaque fois, tout à coup, vous avez 2 semaines, 3 semaines, vous n'avez plus d'idée. Et puis, tout d'un coup, 2 jours après, 3 jours après, il vous vient 3, 4 idées que vous jetez sur papier rapidement pour ne pas les oublier. Et puis ensuite, vous commencez à écrire des choses sur une de ces idées-là. Ensuite, l'autre, ensuite, l'autre. Mais vous savez, il y a des périodes de sécheresse où on ne sait pas ce qu'on va faire ensuite. Et dans ces périodes, est-ce que vous paniquez pas trop? Oui, un peu. Je panique un petit peu. Parce qu'on se demande. Parce que moi, je vais vous dire que pour moi, écrire, c'est pas une tâche. Hein. C'est une passion. C'est une passion, c'est une joie pour moi d'écrire. J'aime beaucoup ça. Donc vous il y a d'autres qui font les mots croisés, par exemple. D'autres font, je ne sais pas quoi, ils lisent les journaux. Ben moi, j'aime écrire. Vous la perdrez jamais, cette passion-là, parce que quand elle est en vous, là, à chaque fois qu'il y a un flop,
Arrivé un moment, ça remonte toujours. Ça là. remonte. Ça remonte toujours. Alors, la maison au lilas, il y a comme 27 nouvelles dedans, intéressantes les unes que les autres. Puis surtout, je vous invite à lire corps à corps. Dès que vous le prenez, je vous invite à lire corps à corps. Est-ce que c'est l'une des dernières nouvelles sur laquelle vous travaillez actuellement? Parce que je sais que vous travaillez sur autre chose. Est-ce que c'est la dernière nouvelle pour cette période-là? Oui. Avant la fin de l'année? C'est la dernière. C'est la dernière. L'autre, ce sera un roman. L'autre, ça sera un roman. Parfait. La question que j'aimerais vous poser, là, parce que ça fait longtemps que vous êtes vous êtes écrivain, vous êtes auteur et tout. Est-ce que ça ne vous fait pas un peu peur? Qu'est-ce qui se passe actuellement avec les médias sociaux, Internet? Oui. Les auteurs sont je ne vais pas dire mis en arrière, mais c'est souvent difficile de pouvoir rejoindre un public qui lit encore. Votre question est en plein dans le mille, comme on dit, parce que vous savez qu'à l'université, ou moins ici, à l'université qu'on a ici en ville, depuis 25 ans environ, le nombre de professeurs, le nombre d'étudiants dans le domaine des lettres a chuté d'une manière inquiétante, je dirais. Et puis pourtant, je ne crois pas que ce soit anormal en un sens, parce que vous avez des nouvelles technologies qui arrivent en place. Et de nouveaux programmes qui vont avec. Les vidéos, les réseaux sociaux, tous des moyens de communication qui se font une place. Et c'est normal, je trouve ça normal. Mais la place qu'ils se font, ils l'enlèvent en partie, en tout cas, au livre. Et le livre est toujours là, surtout les livres pour enfants. Ils sont encore très vivants. Et puis, le nombre de publications continue d'être à peu près constant au Canada. Mais, pour le livre comme ça, un livre pour adultes, il me semble à moi que le nombre de lecteurs diminue. Il ne disparaît pas, bien sûr, parce que, par exemple, il y a des succès de Margaret Atwood présentement, comme vous savez. Et puis alors, il y a des grands succès comme ça, ou le succès de La Ferrière, qui est maintenant membre de l'Académie française, comme vous savez. Alors, il y a une place encore, il y a une bonne place. Mais c'est un domaine plus difficile d'accès. Ouais, et puis il faut de l'encouragement. Comme des auteurs comme vous, là, visiter des étudiants en lettres pour leur apporter votre savoir, votre passion. Je pense qu'ils seront embarqués et puis ils vont inviter d'autres personnes. Vous pensez? Oui, je pense aussi. Merci d'être passé ici pour nous visiter. Merci avec beaucoup. La Maison au lilas. Je vais vous laisser pendant la pause parce que je veux une dédicace privée pour moi. Pour les jaloux, là, je suis désolée, mais si vous voulez la voir, www.presse.uottawa.ca pour avoir La Maison au lilas. C'est vraiment un très bel ouvrage. Après la pause, on va parler de comment aborder le thème de drogue avec vos plus jeunes adolescents. Vous regardez Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. De retour Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Depuis la légalisation de la drogue, là, je pense que c'est beaucoup plus difficile pour les parents qui ont des adolescents, je pense. Parce que
Un sujet assez délicat, moi je peux le dire comme ça, de venir parler avec son enfant. OK, le sexe encore, on commence à passer la barrière de parler sexe avec son enfant, mais drogue, c'est assez délicat. Et avec vous, vous êtes la directrice générale de Jeunesse sans drogue. On va parler de la meilleure des approches à avoir pour parler de drogue avec les enfants. Mais juste avant ça, j'aimerais qu'on essaie de dissocier un peu, comme le thème de, on va dire, oui, de cannabis. Oui. Et d'un autre côté, les opioïdes. Oui, oui. Alors, la légalisation du cannabis, premièrement, c'est pas toutes les drogues maintenant qui sont légalisées, mais dans un contexte de légalisation du cannabis, on sait que l'année dernière, au mois d'octobre, le cannabis qu'on pouvait fumer a été légalisé. Ouais. Et maintenant, le 17 octobre est prévu la légalisation des produits comestibles. Ça, c'est un autre volet. Oui, qui va changer un peu la donne, exactement. Alors, mais il faut toujours aussi comprendre que dans un contexte de légalisation, il faut comprendre que quand même, c'est pas légal pour les enfants et les adolescents d'avoir accès au cannabis, mais il y a également des amendes qui sont assez considérables. Okay. On peut avoir jusqu'à 14 ans d'emprisonnement si un adulte achète du cannabis pour un ado. Ouais. Alors, oui, c'est légal. Mais c'est pas légal encore pour nos ados. Mais dans ce contexte-là, nos adolescents parfois peuvent penser que maintenant, il y a une certaine normalisation de consommation. Il y a une banalisation aussi à dire, bon, mais ça doit pas être si pire, c'est légal maintenant. Donc, ça doit forcément faire du bien. Oui, dans ce contexte-là, nous, ce qu'on veut, c'est aider les parents, dans leur rôle parental, à avoir des conversations riches avec leurs adolescents. Parce que j'imagine un parent qui vient parler à son ado de, 14-15 ans, il faut qu'on parle de drogue. Et c'est comme, quoi? Pourquoi tu veux me parler de ça? Je suis pas à l'aise à parler de ça avec toi, mais peut-être avec les amis, ça sera beaucoup plus facile. Et ça, c'est dangereux, hein? Oui, bien, en fait, nous, ce qu'on conseille aux parents, c'est même de commencer à la préadolescence. En fait, quand je parlais de normalisation, c'est de normaliser ces conversations-là. Le parent, on veut pas que les parents deviennent experts puis qu'ils soient stressés, qui approchent ce sujet-là en disant, écoute, moi non plus, je ne suis pas un expert en drogue. Ça me rend un peu nerveux d'en parler ensemble. Pourquoi on ne va pas consulter, par exemple, notre site web à Jeunesse sans drogue Canada pour qu'on puisse voir ensemble comment on pourra en parler, c'est quoi nos questions. J'ai pas toutes les réponses, mais on va aller chercher ensemble. Donc, se mettre dans un rôle où est-ce qu'on n'est pas en train de faire un sermon, on n'est pas en train de dire... faire la morale, ça les braque, parce que c'est vraiment dans un contexte où on parle d'un sujet qui n'est pas nécessairement non plus être accusateur en disant est-ce que tu en prends, ou on parle des drogues dans un contexte de société. Alors notre société maintenant a légalisé le cannabis. Pourquoi tu penses que c'est arrivé? Pourquoi tu penses que c'est pas peut-être bon pour toi d'en prendre? Est-ce que tu connais des gens qui en prennent? Pourquoi tu penses qu'ils le font? Et avoir ces conversations-là de façon continue aussi. Ce qu'on veut encourager les parents à faire, c'est pas dire bon, alors à 7h samedi, mon jeune, on va s'asseoir dans le salon. Puis on va en parler. Ben non, mais là, ça devient stressant pour le parent, ça devient stressant pour l'adolescent. On veut que ce soit de façon continue, ça peut être spontané, ça peut être informel. Quand il y a des nouvelles, oui, exactement. Quand il y a une nouvelle à la radio, on dit, bon, mais utilisez ça comme déclencheur. Ah, t'as-tu entendu, justement, les produits vont devenir comestibles? Qu'est-ce que tu as entendu à propos de ça? Tu veux-tu qu'on aille sur un site web, qu'on aille regarder ça ensemble? Puis mieux comprendre le contexte, mais plus de façon impartielle et objective pour le parent. Puis si on parle des opioïdes, est-ce que eux, déjà, c'est pas des affaires qui sont accessibles à des jeunes adolescents normalement. Normalement, exactement. Mais ce qu'on sait, c'est que 48% des foyers au Canada ont des médicaments qui sont potentiellement dangereux. Donc, et seulement 11% de ces foyers-là les entreposent de façon sécuritaire. Donc, c'est accessible. Une autre statistique aussi, c'est que 14% des adolescents de 15 à 19 ans ont admis avoir consommé des médicaments à des fins non médicales dans la dernière année. Oui. Alors, 14%. Puis là, si on pousse plus loin, puis on dit, OK, mais où est-ce que vous êtes allé chercher ces médicaments-là? 55% d'eux disent à la maison. À la maison. À la maison. Okay. Donc, on a fait une campagne qui est présentement en ondes, qui s'appelle La Fée des pilules. On a utilisé une tournure humoristique pour ça, mais qui sert à dédramatiser, mais aussi à déclencher une réflexion pour dire, dans une première action de prévention, qu'est-ce que je peux faire à la maison en tant que parent? Bien, débarrassez-vous de ce que vous n'avez pas besoin. Sérieusement? Faites l'inventaire des pilules que vous aviez eu un mal de dos il y a un an, puis vous en gardez peut-être au cas... Non.
retournez à la pharmacie. Puis ça, c'est l'autre action qu'on demande aux parents de faire. Mettez pas ça à la poubelle. Mettez pas ça dans la toilette. Vous aviez quelqu'un, plutôt un invité qui parlait de l'importance des petits gestes pour l'environnement. Bien, un petit geste, c'est justement les pharmacies les reprennent de façon gratuite et eux, ils vont les disposer de façon sécuritaire. Oh my God! Ça fait peur comme de savoir qu'à la maison aussi, ils sont quand même exposés. Et puis, j'aime bien votre approche de parler vraiment de manière relaxe avec l'enfant parce que là, il comprend. Puis, il n'est pas comme, OK, elle m'a dit ça, c'était juste pour... Si on le fait, je veux dire, de façon vraiment stressante avec le jeune. OK, elle me l'a dit, je l'écoute d'une oreille et puis de l'autre côté, je l'écoute pas. Puis, dès qu'elle est sortie, je vais prendre comme peut-être des opioïdes qui sont rangés dans la boîte à médicaments. Oui. Parce que j'ai pas eu une conversation assez calme, assez fluide avec mon parent. Il s'est tout de suite braqué, donc moi aussi, je me braque, surtout à cet âge-là. Oui, oui. Et d'être honnête et transparent. Les parents n'ont pas toutes les réponses. Mais être capable d'approcher un jeune et de dire, écoute, en tant que maman, je suis inquiète, j'ai entendu, puis utiliser les faits, c'est dommage, mais les faits divers, d'avoir entendu qu'il y a un jeune à quelque part qui a pris une pilule dans un party puis qui s'est effondré, s'est ramassé à l'hôpital, utiliser ça, puis dire, j'ai entendu parler de ça, sais-tu quoi, ça m'inquiète, t'en as-tu déjà entendu parler, toi, puis pourquoi tu penses que c'est dangereux de prendre des médicaments qui ne sont pas prescrits? Donc, c'est une foule de petits gestes qui peut amener à ces discussions-là, mais c'est aussi de prendre les mesures, comme je dis, de ne pas laisser des médicaments à la disposition, mais d'expliquer pourquoi aussi c'est dangereux. Ça crée la confiance, fait que si l'enfant a dans son entourage, surtout les plus jeunes qui sont vraiment proches de leurs parents avec de belles discussions comme ça, s'il y a quelque chose dans son entourage qui se passe, il est tout de suite attiré à dire à sa mère ou à son père, papa, tu me parlais de ça la dernière fois, j'ai un ami qui fait ça ou ça. Comme ça prépare même le parent. Bien, préparer les parents, mais préparer les jeunes, parce que dans un mode prévention, c'est d'expliquer à l'enfant pourquoi on pense que c'est peut-être pas bon pour eux. On sait qu'il y a des études qui démontrent que qu'il y a une partie du cerveau qui n'est pas développée avant l'âge de 25 ans, complètement développée. Et c'est le cortex préfrontal. Et ce que ça fait, le cortex préfrontal, c'est tout le contrôle des impulsions, le jugement, des émotions. Donc, les jeunes ne sont pas en mesure de prendre des décisions éclairées par rapport à leur consommation parce que jusqu'à 25 ans, c'est pas développé. Puis ça peut venir justement à l'encontre de ce développement-là de façon optimale si ils prennent du cannabis. Donc, c'est d'avoir ces conversations-là, de se baser sur des faits scientifiques avec son jeune pour dire, je dis pas juste ça parce que je veux jouer à la mère autoritaire, je te le dis parce que je suis inquiète, parce que voici pourquoi c'est dangereux pour toi. Puis aller plus loin aussi, si, par exemple, un parent, je vais en parler aux parents que ça peut arriver, que vous d'amorcer la discussion, puis tout à coup, vous vous rendez compte que l'expérimentation a déjà eu lieu. Le jeune vous confesse que j'en ai déjà pris. C'est quoi Qu'est-ce qu'on fait dans ce contexte-là? Bien, aller plus loin. Au lieu d'arriver... C'est sûr que le premier réflexe, c'est de dire « Mon Dieu, mon jeune consomme, c'est sûr que ça va mal aller. » Bien, aller au-delà de ça, puis d'être capable de dire « OK, pourquoi? Dans quel contexte? » Pour savoir, est-ce que le jeune est en train de s'automédicamenter? J'imagine entendre une discussion comme ça avec un mais se préparer en tant que parent. Alors, si ça arrive, qu'est-ce qu'on fait? C'est sûr que, comme je dis, le premier réflexe, mais si on s'est préparé avant, c'est accompagner le jeune là-dedans. Donc, comprendre, est-ce que le jeune a consommé, par exemple, dans l'auto avant d'aller à un party parce qu'il était gêné puis il voulait gérer son anxiété? Bon, ça, c'est un contexte. S'il est arrivé au party puis qu'il y avait plein de monde puis qu'il a décidé de le prendre dans un contexte festif puis il était entouré, c'est un autre contexte. Mais si comprendre qu'il s'automédicamente, il faut aller au-delà de ça puis dire, est-ce qu'il y a d'autres façons ou est-ce que tu pourrais faire ça? Non, mais essayez d'explorer ensemble des façons qui ne sera pas au détriment de sa santé pour gérer les angoisses ou un enfant qui dit « je fume un joint pour pouvoir mieux dormir ». OK, on va en parler. Si vous avez vraiment besoin de soutien, vos parents à la maison, n'oubliez pas que vous pouvez visiter le site web www.jeunessesandroguecanada.org pour avoir des conseils. Parce que moi, déjà, j'ai le cœur qui commence à battre à penser que oui. Mais sur notre site pour avoir des trucs. Exactement. Et ce que vous avez dit, vous avez mentionné en début d'entrevue que le 17 octobre, il y aura de nouveaux produits. Oui. Avec du cannabis qui seront comestibles et accessibles à tous. Fait que j'aimerais bien vous revoir après cette légalisation. Bien sûr, ça va me faire plaisir. On essaie de discuter de toutes les mesures que vous prenez pour ça, par rapport à ça. Oui, ça va me faire plaisir. Mais merci d'être passé ici. J'ai appris plein de choses. Puis comme je vous l'ai dit, les parents, là,
Vous avez besoin d'un soutien pour faire face à ça. Donc, www.jeunesse-sans-drogue-canada.org pour avoir plus de renseignements. Il y a une panoplie d'outils pour vous aider là-bas. Après la pause, on va parler d'une exposition qui s'en vient au Musée des Beaux-Arts qui s'appelle Abadakoni. Restez avec moi, vous regardez Entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers. De retour à Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. On parle maintenant art. Et là, on va découvrir la programmation automnale du Musée des Beaux-Arts avec toi, José Britani. Puis je veux qu'on commence tout de suite avec ce dont tu veux me parler. J'arrive pas à dire le mot. C'est Anran? Enran. Enran, ok, d'accord. Ça veut dire quoi? En fait, c'est un terme japonais qui veut dire déluge, inondation. Ok. Enran. Mais c'est une belle exposition de photographie japonaise du 20e siècle. D'accord. Et on a la chance extraordinaire de les avoir ici au Canada. Au Musée Canada, des Beaux-Arts. Carrément? Ok. Oui, au Musée des Beaux-Arts du Canada, tout simplement parce que c'est la toute première fois que ces photographies sortent du Japon. Alors, elles n'ont jamais été exposées nulle part ailleurs au monde. C'est une série de 200 photographies en noir et blanc, dont une seule en couleur, de petits et de très grands formats. Qui ont été prises par 28 photographes de renom au Japon sur une période de 60 ans. Alors, durant l'ère qui s'est nommée l'ère Showa, qui s'est échelonnée donc de décembre 1926 à janvier 1989. Alors, on a de la photo plus récente et c'est vraiment intéressant comme exposition parce qu'on va voir à la fois, on va découvrir le développement, l'évolution extraordinaire qu'a connue la photographie pendant ces 60 quelques années-là. Elles sont disposées de la plus ancienne à la plus... c'est par thématique. Par thématique, oui, c'est surtout par thématique. Et donc, on va découvrir l'évolution de la photographie, mais aussi tous les bouleversements qu'a connu le Japon pendant cette période. Donc, c'est une exposition à voir absolument. Ça s'ouvre le 11 octobre. Dans quelques jours, hein? La semaine prochaine. Et pour ceux qui souhaitent passer une belle soirée, le jeudi 10 octobre, ce sera l'inauguration officielle à compter de 18h. L'entrée est libre. Alors, il faut en profiter pour passer une belle soirée. Ce n'est pas une exposition pour les enfants, c'est vraiment une exposition pour les amateurs d'histoire et puis aussi les amateurs de photographie. On pourra juste regarder comme des photos qu'on voit à l'écran, on pourra juste les observer ou il y aura des petites conférences ou des petites... Bien, tout au long de la durée de l'exposition, oui, effectivement, il va y avoir des conférences. J'ai oublié de mentionner que ce sont des photographies qui nous viennent du Musée des Beaux-Arts de Yokohama, au Japon.
Et c'est notre conservatrice en chef, Anne Thomas, qui en a fait la sélection parce que c'est une exposition qui a été présentée au musée japonais, mais elle était beaucoup plus importante et Madame Thomas en a choisi un peu plus de 200 pour les présenter. Ici au Canada. Oui. Je pense qu'elle a fait de très bons choix. On n'en doute pas un instant. Alors, qui ouvre le... non, c'est Anne Ran qui ouvre officiellement le 11 octobre, jeudi 10 octobre, ouvert à tout le monde pour passer une belle soirée, pour voir cette exposition gratuitement. Oui. Pour cette fois. Oui, le jeudi soir, à compter de 17h, c'est gratuit. Parfait. Et au même moment, va s'ouvrir dans les mêmes salles, c'est dans les salles de l'Institut canadien de la photographie, une petite exposition qui s'intitule Photolab 6, prix nouvelle génération de photographes. OK. Alors, c'est une nouvelle édition de ce prix qui a été lancé il y a déjà quelques années par l'Institut canadien de la photographie en collaboration avec Banque Scotia. Et on présente les œuvres les 3 lauréats 2019. C'est un prix qui souligne et qui encourage en fait la relève des photographiques, les jeunes photographes de 30 ans et moins. Est-ce qu'ils viennent tous du coin d'Ottawa ici? Ou en fait, cette année, il y a une jeune femme de Montréal, et puis 2 jeunes hommes, un de Toronto et l'autre de Winnipeg. Et puis, si on va à beauxarts.ca, on a de courtes vidéos d'introduction de chacun des photographes. Est-ce qu'on a apporté une photo pour qu'on puisse voir? Malheureusement, non. OK. Mais mais c'est à découvrir aussi en même temps. Absolument. L'exposition avait été présentée l'été dernier à l'hôtel Gladstone à Toronto. Et puis, dans le cadre du festival de photographie Contact, qui est très renommé ici au Canada et qui leur a donné une belle visibilité. Et puis, donc, à compter de la semaine prochaine, nous les présentons ici donc, à notre public. La relève à découvrir aussi à partir de la semaine prochaine. Et là, maintenant, il faut que tu me reprennes si je le dis pas bien. Là, on va parler de Abada Kone. Oui, tu l'as presque. C'est Abada Kone. Abada Kone, qui veut dire... Feu continuel, Continuous Fire. C'est le titre de l'exposition. Abada Kone, c'est un... C'est ça. C'est un terme algonquin qui veut dire le feu qui continue à brûler à l'intérieur de chaque artiste. Et c'est un beau mot, c'est un beau terme qui a été choisi par les aînés du comité de langage de la Première Nation Kitigan Zibi, Anishinabeg, qui est dans la région ici d'Ottawa. C'est eux aussi qui avaient donné le nom à la première grande exposition d'art contemporain indigène internationale, parce que c'est ce que c'est. En 2013, c'est la 2e grande exposition du genre, en son genre, à Abada Kone. Et donc, c'est une rare occasion de faire le tour du monde en un même lieu. Puis c'est une image qu'on est en train de voir comme à l'écran, là, de l'exposition Abada Kone. Oui. C'est ça? Oui. Alors là, c'est une chance extraordinaire, tout simplement parce que c'est une exposition qui rassemble des œuvres, environ 80 œuvres de un peu plus de 70 artistes. Un peu partout. De presque tous les continents du monde. Et puis, ce sont des artistes qui s'identifient à une quarantaine de nations. D'ethnies et puis de tribus indigènes. Les unes des autres, là. C'est ça. Et donc, de 16 pays. Alors, on parle, par exemple, de l'Afrique du Sud, de l'Australie. Oui, j'ai vu une image tantôt avec deux hommes, 3 hommes. C'est une photographie d'un artiste nigérien extrêmement intéressant et renommé. D'ailleurs, l'exposition présente des œuvres d'artistes qui se sont gagnées une réputation internationale et certains d'entre eux ont même été de passage à la célèbre Biennale de Venise. Wow. Donc, c'est vraiment une exposition qui va être très riche et diversifiée. Il va y avoir du perlage, de la sculpture, de l'installation, de la photographie, de la vidéo, de la peinture. Et ce qui est tout nouveau,
au musée, dans le cadre de cette exposition, c'est que dès que nos visiteurs vont franchir le seuil de l'entrée principale, ils vont être immergés dans l'art. Okay. Puis quand tu as parlé de perlage tantôt, c'est l'assemblage de tout ce qui est ben, perlant. Les artistes, pour la plupart, font appel à leur tradition ancestrale, à laquelle ils donnent donc une approche, ils prennent une approche contemporaine. Donc, il y en aura plusieurs exemples. C'est une exposition vraiment aussi les artistes qui explorent à travers leurs œuvres les enjeux mondiaux actuels. Okay. Et puis ce qu'ont voulu faire les conservateurs de notre département d'art indigène, c'est de mettre en relation... 20 secondes avant la pause, mais oui, on peut expliquer. D'accord, mettre en relation ces artistes-là parce qu'ils proviennent de partout dans le monde. Oui. Et lors de la soirée d'inauguration, nous en aurons avec nous une cinquantaine de ces artistes. J'imagine même pas comment ça se va être posé. C'est quand officiellement l'ouverture? La grande inauguration, c'est le jeudi 7 novembre. Parfait. Oui. Alors, après la pause, on va parler de beauté monstrueuse. Vous regardez Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Je suis membre pour aider les autres. Parce que ça fait partie de mes valeurs. Pour donner l'exemple à mes enfants. Je suis membre pour servir ma communauté. Pour changer la vie de quelqu'un. Pour reconnaître les sacrifices faits pour nous. Je suis membre pour ma mère. Mon grand-père. Mon voisin. Pour ceux et celles qui ont servi. Et qui servent toujours. Je suis membre. Je suis membre. Je suis membre de la Légion. Bonjour, à la prochaine émission d'Émergence, je reçois Mireille Saint-Pierre et Marie-Nicole Lamoureux qui font des visites à l'hôpital en tant que clowns pour égayer leur journée. Émergence, dimanche 19h30 sur TV Rogers. Je suis pas stupide. Je conduirai pas après avoir consommé. Elle compte sur moi. Eux aussi comptent sur moi. Je mettrai jamais leur vie en danger. Mais je l'ai fait. Et j'ai tout perdu. La conduite avec faculté affaiblie, ça inclut la conduite de bateau. La santé, pas la même recette pour tous avec Dr Tania Manicam de Nutricam et Mme Julie Barbeau-Cappuccio de Délices Sublimes. L'apéro avec Julie, mercredi 15h sur TV Rogers. De retour à Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Là, on parlait avec José Brittany du Musée des Beaux-Arts de Abada-Koné. Oui. Qui est une exposition, on va dire, d'art indigène. Contemporain. Ça va être spectaculaire. Alors moi, je veux que les gens viennent en grand nombre le jeudi 7 novembre à compter de 17h. Ça va être une belle célébration. Comme je le mentionnais tout à l'heure, il va y avoir une cinquantaine d'artistes et l'entrée est libre. Alors, il n'y a aucune raison de ne pas y être. Parfait. Beauté monstrueuse, on voit une photo à l'arrière. Qu'est-ce que c'est la beauté monstrueuse? Oui. Alors ça, c'est une exposition de dessins, d'estampes et d'eau forte qui sont tirées de notre collection, la collection nationale. Okay. Ça va beaucoup plaire aux enfants qui aiment les monstres et les histoires, les légendes et tout ça. Donc, c'est une exposition que nous avons présentée ailleurs au Canada qui a remporté beaucoup de succès. Et qui fait donc qu'on présente maintenant au musée à compter du 29 novembre. Donc, pour plus d'informations, ils vont juste au www.beauxarts.ca. Merci beaucoup. Et puis, je pense que pour Abada-Koné, là, je pense que ça se peut que je sois des vôtres, là. Je l'espère. Le 7 novembre. Oui. Merci beaucoup. Et puis, moi, je me suis fait un plaisir de passer cette heure avec vous. Demain, à l'émission, on va parler avec Fabien Cloutier de la pièce Bonne retraite, Jocelyne. On se voit demain à l'émission. Restez connectés. Au revoir. Faites-nous part de vos commentaires en composant le 613-521-2323 par courriel sur Facebook et Twitter. Je m'appelle James Fall, puis je fais mon coop / bénévole ici à TV Rogers. Je voulais
expériencer différents types de techniciens. Quand je suis technicien de scène, je voulais voir technicien de production télévisuelle, voir c'est quoi les différentes démarches, les différents environnements, puis c'est quoi l'impact que ça fait sur moi quand je suis intéressé dans le domaine de technicien. Du sang dans l'urine est le symptôme le plus commun du cancer de la vessie. N'ignorez pas ce signe, pas même une seule fois. Vous regardez TV Rogers, Ottawa.